Entre le XVe et le XVIIe siècle, les puissants peuples nomades reconnaissaient un à un la supériorité des empires sédentaires agricoles. Le territoire des États nomades diminuait comme une peau de chagrin. Paradoxalement, c'est précisément à cette époque que la Grande Steppe engendra le dernier empire nomade. Il pouvait combattre à égalité avec les États les plus puissants de son temps. Le dernier État nomade indépendant se situait dans le nord-ouest de la Mongolie et une partie du Xinjiang actuel. Était le Khanat Djoungar, ou Oïra. Depuis les temps anciens jusqu'au XIVe-XVe siècle, les peuples mongols divisaient l'armée en aile gauche, aile droite et centre. Les Oïras faisaient partie de l'armée mongole commune. Les Oïras qui formaient l'aile gauche devinrent les Djoungars ou Dzungars. Le terme Djoungars apparut au début du XVIIe siècle après la division des Oïras en groupes nord-ouest et sud-est. La base de l'alliance tribale des Oïras était constituée par les unions claniques ouest-mongoles, Choros, Derbet, Koshut et Torgut. Les Koros étaient appelés Djoungars. Au XVIe siècle, les Torguts et les Derbets se séparèrent des autres Oïras et s'installèrent dans le bas-cours de la Volga, occupant les steppes de la Kalmykie actuelle. Les Turcs musulmans appelaient les nomades kalmiques, les considérant restés païens, c'est-à-dire tangristes. Ce mot fut ensuite emprunté par les Russes. En russe, le mot « kalmyk » en vint à désigner un peuple appartenant à l'alliance tribale des Oïras. Ainsi, ce nouveau nom s'imposa pendant 2 siècles. Au XVIIe siècle, les Derbets et les Torguts quittèrent les limites de la Djoungarie, entamant une nouvelle vie dans les steppes occidentales tout en poursuivant les traditions nomades. 2 flux le long de l'Irtych se dirigèrent vers le nord-ouest, repoussant vers l'ouest et dans la région montagneuse de l'Altaï les restes des tribus des Kérey, des Waks, des Kipchaks et des Telengites. À l'ouest de l'Irtych et au sud de la ligne des villes de Tioumen, Tobolsk, Tara, Tomsk s'installa le groupe nord-ouest des Oïras. Il était dirigé par Dalai Batur Taïji et Ko Urliuk Taïji. Le premier était marié à la sœur du second, c'est pourquoi les proches nomades voyageaient ensemble et en harmonie. Plus tard, des conflits internes conduisirent à une rupture entre eux. Ko Urliuk Taïji emmena ses Torgous et attaqua les nomades Nogai. Cette guerre se termina par la défaite de la horde Nogai et l'apparition de la horde Kalmouk dans les années 1630. À Saryarka restaient les Derbets sous la direction de Dalai Batur Taïji et les Koshut menés par Kushi Taïji. Dans le groupe du sud-est, après la mort de Kharakul Taïji, une nouvelle dynastie régna. En 1635, le fils de Karakul Taïji, Koto Khotsin, prit le titre de Kun Taïji et le Dalai Lama lui donna le nom d'Erdeni Batur. Cette date est considérée comme la naissance de la Djoungarie. Chaque khan portait un titre montrant sa haute position et sa noblesse. Le titre du dirigeant du Khanat Djoungar est Kun Taïji, ce qui signifie « grand dirigeant ». Le chef des Koshut, Turu Baiku Taïji, conquit en 1636 à 1637 des terres près du lac Kukunor, repoussant les Mongols et les Tibétains de ces territoires. Après l'année 1636 apparurent 4 hordes aux Aïrats, Kalmouké sur la Volga, Djoungar sur les Mels, Koshut sur le lac Kukunor et Derbeto-Koshut à Saryarka. Plus tard, 3 hordes créèrent des États séparés. Mais les Oïrats de Saryarka ne purent constituer un État et furent conquis par Galdan Boshoktu. Galdan Boshoktu, fils d'Erdeni Batur, fut khan de Djoungarie de 1671 à 1697. Dans les années 1750, la Djoungarie connut une série de malheurs. Après la mort de Galdan Seren, une scission survint parmi la noblesse. Certains Taïji et Noyon ne reconnurent pas Lama Dorji, le fils illégitime de Galdan Seren, qui s'empara du trône Djoungar. Le Noyon des Choros, Dawatsi, avec ses alliés, s'enfuit au Moyen-Jus kazakh auprès du Khan Ablé en 1751. Les Noyons rebelles Derbet Saral et Ubashit Seren se réfugièrent auprès de l'empereur chinois Qianlong, transformant le conflit en une affaire internationale. Le Khan kazakh Ablé réagit rapidement et ne livra pas les rebelles, ignorant les exigences de Lama Dorji. En 1752, Lama Dorji, avec 3 tumans, envahit les steppes du Moyen-Jus des Kazakhs. La guerre entre les Djoungars et les Kazakhs éternisa, mais les Djoungars finirent par se retirer, profitant de l'absence de troupes à l'ouest. En 1752, le Khan kazakh Ablé envoya une armée de 500 Kazakhs et 150 Oïrats, alliés de Dawatsi et Amursana, aux Etissou. L'armée contourna rapidement le lac Balkhash et en 1753 fit irruption dans le camp ennemi. Le Kun Taïji Lama Dorji fut capturé et exécuté. Le nouveau Kun Taïji est devenu Davatsi, mais les revendications d'Amursana sur la moitié du royaume sont restées insatisfaites. Amursana s'est de nouveau tourné vers le Khan Abilay pour obtenir de l'aide. Abilay a fourni à Amursana des chevaux et a alloué une troupe de soldats. Pendant ce temps, Davatsi a demandé le soutien des Tolengut de l'Altaï. En 1754, les Tolengut ont complètement vaincu la troupe d'Amursana, qui s'est enfuie avec 20 000 Koshut vers les Chinois. Amursana a exprimé son désir de servir l'empereur chinois Qianlong, ce qui a ensuite servi de prétexte à la conquête et à la destruction du Djoungari. En 1755, une immense armée chinoise de 50 000 hommes est partie pour la conquête finale du Djoungari. L'armée était composée de 10 000 Mandchous,
10 000 Khalkha et 20 000 Mongols du Sud, divisés en deux parties. Environ 10 000 Hans faisaient partie de l'armée, mais ne participaient pas au combat. Ils accomplissaient des tâches auxiliaires et pratiquaient l'agriculture sur les nouveaux territoires. Les troupes établissaient des colonies militaires d'infanterie pour assurer l'approvisionnement en nourriture. L'infanterie était composée de tribus mandchous, tandis que la cavalerie était formée de Mongols et plus tard d'Oïrats, à l'image des Cosaques russes et des Kalmouks. Une armée est arrivée de Mongolie sous le commandement du général Panti. Elle a commencé la conquête de l'Altaï mongol et de l'est du Tian Shan, étendant le contrôle sur ces territoires. Davatsi a évité le combat et s'est enfui avec une petite troupe vers le Tian Shan méridional. Mais il a bientôt été capturé avec l'aide du Hakim ouïghour et envoyé à Pékin. L'empereur Qianlong traita Davatsi avec humanité, et en 1759, il mourut de mort naturelle à Pékin, sans subir de châtiment cruel. Entre-temps, le général Panti annonça la dissolution du Khanat Djoungar. Il nomma de nouveaux Kuntaiji pour les tribus Koros, Derbet, Koshut et Koit, créant un nouveau système de gouvernance. Amursana, espérant obtenir une partie de la Djoungarie, resta bredouille. Pour apaiser son mécontentement, Panti l'envoya escorter à Pékin. Mais Amursanas échappa en chemin. Dans ses steppes natales, Amursana déclencha une révolte contre la Chine. Il rassembla les restes de son armée et en 1755, il revint pour combattre. Panti, confiant en une victoire facile, dissout la majeure partie de son armée et resta avec 500 guerriers encerclés. Il fut vaincu et se suicida. Après la restauration de l'indépendance de la Djoungarie, les Taiji Choro jugèrent humiliant de se soumettre à Amursana, qui était que le noyon de la tribu Kouet. Sa mère, elle était la sœur cadette du Kuntaiji Galdan Seren, donc aux yeux des Choros, elle était considérée comme une personne de rang inférieur et ne jouissait pas de respect. Prédisant l'impuissance du loup Djoungar, le dragon chinois commença à se préparer pour le dernier et décisif assaut dans la lutte pour le pouvoir et le territoire. En 1756, l'armée Qing, sous le commandement du général mandchou Chao Hui, marcha contre les Djoungars, se préparant à une guerre à grande échelle. Amursana tenta d'organiser la résistance et réussit à remporter plusieurs petites batailles, mais cela ne changea pas l'issue de la guerre ni la situation dans la région. Finalement, les Mandchous, utilisant leur supériorité numérique et en regroupant leurs forces, ont écrasé le peuple Djoungar, ce qui a conduit à des conséquences tragiques. Une extermination totale des Oïrats a commencé, au cours de laquelle non seulement les guerriers, mais aussi les enfants, les femmes et les personnes âgées sont morts. La population civile s'est retrouvée prise dans les flammes de la guerre. En 1758, l'empire Djoungar a cessé d'exister, marquant la fin du dernier empire nomade de la région. En 1761, ce territoire est devenu la préfecture Qing, nommée Xinjiang, ce qui signifiait une nouvelle frontière administrative. Les Djoungars, en particulier les tribus rebelles Koros et Kwot, ont été presque complètement anéantis lors des répressions et des opérations militaires mandchous. Les Derbés se sont soumis à temps, ce qui les a aidés à souffrir moins et à préserver une partie de leur culture et de leur vie. Les restes de certains Zulus Djoungars se sont réfugiés en Afghanistan, au Badakhshan, à Bukhara, où ils ont été acceptés au service militaire par les dirigeants locaux. Plus tard, les descendants de ces Zulus ont adopté l'islam et se sont intégrés à la population locale, modifiant leurs traditions et croyances. Un ulus de 10 000 yachts sous la direction du noyon Shereng a percé avec de durs combats jusqu'à la Volga dans le Khanat de Kalmoukie. Lors de leur fuite, ils ont été poursuivis par l'armée mandchoue chinoise, qui tentait de retenir les fugitifs par tous les moyens. Il fallait retenir l'armée pour permettre aux vieillards, aux femmes et aux enfants de se rendre dans un lieu sûr, loin des combats. Beaucoup d'hommes sont déjà morts au combat, et les jeunes Oïrats restants devaient se battre pour survivre et protéger leur famille. 15 000 jeunes Oïrats, malgré la fatigue et les pertes, continuaient la lutte, démontrant force et volonté de vivre. Les jeunes âgés de 13 à 16 ans ont décidé de retenir l'ennemi. Ces adolescents tout verts ont réussi à arrêter une armée punitive bien entraînée. Aucun de ces adolescents n'a survécu, mais ils ont permis à leur famille de échapper. Leur exploit était incroyablement important et précieux. Le passage montagneux par lequel les Oïrats s'enfuyaient est appelé les portes Djoungar. Ce chemin était stratégiquement important pour le mouvement des troupes. Selon les Kazakhs et Kirghizes qui y vivaient, le vent soufflait longtemps des portes une odeur de cadavres des Djoungars morts dans une bataille sanglante. À la question de savoir pourquoi le Khanat Djoungar est tombé, la réponse est très simple. Les historiens expliquent les raisons du déclin de cet État. Un État qui, pendant des centaines d'années, a mené des guerres d'agression et de défense, ne subsistait que grâce à des dirigeants forts et clairvoyants. Dès que des prétendants faibles et incapables apparaissent parmi les dirigeants, les problèmes commencent, et l'État commence à tomber. C'est le début de la fin de tout État semblable. Le Khanat Djoungar a péri à l'apogée de sa puissance. Il a pratiquement perdu le peuple qui l'avait autrefois créé, et avec lui ont disparu sa force et son pouvoir.